quand Aurélie a eu son accident. Je suis une maman. Une maman, elle porte un enfant 9 mois. Elle le met au monde. Elle le nourrit d'amour. J'ai su tout de suite que ma fille était morte. Et puis, bon, ben, c'est-à-dire au début, moi, quand je l'ai vue de toute façon pour la première fois, elle avait déjà été opérée. Et là, on lui avait fait ce qu'on appelle un volet, c'est-à-dire on lui avait enlevé une partie de l'os du crâne, étant donné qu'elle avait un cerveau qui était tellement compressé pour justement pour qu'il se décompresse. Là, on est assommé. Ensuite, bon, mais je vous passe la réanimation parce que tout le monde y est passé. Et elle est allée, elle s'est retrouvée après dans un... Enfin, je ne sais pas, là, à ce moment-là, le coma... Qu'est-ce que ça veut dire, coma? Et puis, moi, je sais qu'on m'a dit qu'elle était sortie du coma parce qu'elle avait les yeux ouverts. Mais elle vous répond de la même manière que Dominique répond à sa maman quand vous lui parlez? Ah, pas du tout. Ma fille n'a jamais eu, même un suivi de l'œil. Jamais elle n'a suivi personne, jamais elle n'a reconnu qui que ce soit. Elle est dans une bulle. Au début, elle souffrait beaucoup, étant donné qu'elle a eu vraiment une opération très, très importante, puisqu'elle est restée 8 heures au bloc. Moi, je déplore que pendant le temps où elle était sous respirateur et tout, je n'ai jamais trouvé un médecin avec qui je puisse parler. C'est bien simple, le chirurgien qui l'avait opéré, quand j'allais en réanimation 1 heure par jour, puisqu'on a le droit à 1 heure par jour, c'est-à-dire son papa y allait entre midi et 2, moi je travaillais, et moi j'y allais le soir de 7 heures à 8 heures, eh bien jamais personne n'est venu au-devant de moi. Par contre, je suis convaincue, d'ailleurs je l'ai dit au professeur qui a ce service à Marseille, je ne donnerai pas de nom, que si elle avait été la fille de ce professeur, Aurélie serait morte. Il l'aurait débranchée? C'est-à-dire non, c'était même pas la peine de débrancher, il fallait laisser les choses se faire. Étant donné que même le soir de l'opération, j'ai eu Aurélie à la sortie de la salle d'opération. Il y avait l'infirmière major qui était là, à côté d'elle, et qui m'a demandé si j'étais sa maman. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit il y a 3 sortes de traumatismes crâniens. Un, plus ou moins léger, de toute façon, on s'en sort sans aucune séquelle, ce n'est pas le cas de votre fille. 2, un coma plus ou moins long. Bon, ben, quelques petites séquelles légères, ce n'est pas le cas de votre fille. Votre fille peut mourir pendant 3 semaines, d'une minute à l'autre, et si elle en ressort, de toute façon, elle aura de très lourdes séquelles. Ma fille avait 16 ans à ce moment-là, et moi, je l'aimais suffisamment pour préférer sa mort. Je ne suis pas pour l'euthanasie, c'est-à-dire je n'aurais pas demandé si par exemple Aurélie n'avait pas été opérée, tout ça, je n'aurais pas demandé qu'on lui fasse une piqûre pour la faire mourir, parce que ça, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, parce qu'il est abîmé, voilà. Mais moi, je respecte énormément la médecine. Dans un cas de cancer, dans beaucoup de cas, je suis vraiment pour la médecine, parce qu'elle a fait des gros progrès. Mais je suis contre la réanimation intensive comme ça. Ou ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, dans certains cas. Chaque cas est un cas différent. Et dans le cas de ma fille, eux, ils se sont dit, elle a 16 ans, ils sont allés au-delà de la réanimation. Ensuite, en fonction de son espérance de vie qui était donc grande. Et moi, je trouve justement, elle avait 16 ans, elle était toute neuve. Moi, je trouve justement, j'ai le truc dans le sens inverse. J'estime qu'à 16 ans, quand on a toute sa vie devant soi, on ne doit pas, quand on est sûr qu'elle a des lourdes séquelles, dans la perspective, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à survivre. Moi, je dis bien à survivre parce que ce n'est pas une vie. Est-ce que vos autres enfants, vous avez 4 autres enfants, partagent ce même sentiment avec vous? Absolument. Et vous savez, quand on peut faire, moi, ça fait 6 ans, je vais vous dire honnêtement, quand elle souffrait, quand elle était en réanimation, elle souffrait parce qu'elle était opérée. Ensuite, elle était sous lisse parce non seulement elle était dans un coma profond, mais très profond, on l'avait endormie en plus parce qu'il ne fallait pas que le cerveau réagisse mais c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une seule réaction du cerveau. Ensuite, on l'a mis dans un centre d'éveil.
dans lequel elle est restée. Alors, on m'a appelée... Elle progresse? Pas du tout, mais elle ne progressera pas. Elle végète, pour reprendre le terme, quoi. Elle végète complètement, elle a une sonde gastrique, elle est nourrie. Alors maintenant, nous, on est mal nourris, on n'a pas des nourritures équilibrées. Eux, ils ont des nourritures. Elle a 1 litre, donc 1 litre de nourriture qui lui passe, mais sans une parole, hein, parce que maintenant, d'ailleurs, c'est bien simple. Par le sang, en sonde? Entre parents, non, elle a un trou dans l'estomac, ça passe directement dans l'estomac. D'ailleurs, ils appellent ça, d'ailleurs, c'est un terme, je passe encore un message, qu'on devrait vraiment enlever de la médecine, parce que le mot gavage, c'est quelque chose d'horrible. Horrible, moi je l'ai. Je vous affirme que ça... Bon, c'est exactement l'image, hein, c'est un gavage. Et donc... on la tient en vie, quoi. Ils peuvent vivre, bien sûr, ils peuvent vivre je ne sais pas combien de temps. Moi, j'en veux à l'acharnement thérapeutique dans ce cas-là. Madame Fraboulet, je vais donner la parole à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter sur ce terme. Paula Lamarne. Est-ce que Paula Lamarne peut venir nous rejoindre? Paula est philosophe. Bonsoir. C'est une qualité, ça peut être un métier aussi. Et enseigne l'éthique aux étudiants en médecine. En termes d'éthique et concernant l'euthanasie, Madame Lamarne, quelles questions spécifiques le coma pose-t-il? Il faut que je parle. L'énorme question, enfin il y en a plein. La première, c'est que, puisque le sujet n'est plus en mesure de décider pour lui-même, c'est que la responsabilité, à nous, de l'extérieur, aux médecins en premier, nous incombe complètement. Et qu'on est dans un point d'interrogation énorme, et d'autant plus énorme que, comme l'ont montré tous les témoignages, pronostiquer et être sûr de ce qu'éprouve la personne au moment même où on fait un diagnostic qui est de toute façon toujours évolutif, c'est incertain, on ne sait pas très bien où on met les pieds, on ne sait pas très bien à qui encore on a affaire. Et dans le cas de Madame, certainement je pense que les médecins aujourd'hui se disent peut-être qu'on n'aurait pas dû aller aussi loin. Le problème, c'est qu'il y a un principe premier, sauver d'abord. Puis il y a ce qu'on va appeler la réanimation d'attente, qui est toujours d'attente, c'est-à-dire on va examiner l'évolution. Malheureusement, quelquefois, bon. Donc savoir renoncer, et savoir quand il faut renoncer, c'est, si vous voulez, l'une des choses les plus difficiles dans le métier et dans cette profession en particulier, dans cette spécialité en particulier. Vous voulez peut-être dire quelque chose? Certainement. Hein. Je crois qu'effectivement, le terme d'acharnement thérapeutique renvoie à une connotation extrêmement péjorative. Hein. Actuellement, l'acharnement thérapeutique, donc c'est vrai, effectivement, c'est quelque chose qui est condamné. Hein. Et il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Le problème est effectivement de savoir quand est-ce qu'on parle d'acharnement thérapeutique. Alors aujourd'hui, le Code de déontologie a essayé de clarifier un peu les choses en parlant d'obstination déraisonnable, ce qui n'est pas la même chose. Obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'on change un peu le vocabulaire. On comprend la différence entre l'obstination et l'acharnement. Hein, j'insiste beaucoup. Mais vous, madame, vous nous avez dit après cette émission, Marie-Thérèse, que les médecins fuyaient devant les questions que vous posiez et que tout ce qu'ils voulaient, c'est que le patient ne meure pas chez eux. Alors, je ne suis pas en train de faire le procès de la médecine. Mais bon, moi, je vous affirme, monsieur, que j'ai vraiment cette sensation, parce que maintenant, j'ai quand même, je suis capable maintenant de revivre ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais trouvé devant moi un médecin, je vous parle de la réanimation. C'est bien simple, je croyais que le chirurgien qui a opéré ma fille était un infirmier, parce qu'il passait comme ça. Il ne m'a jamais dit ni bonjour, il n'est jamais venu vers moi. Et toutes les décisions, vous savez qu'Aurélie a été... Oui, les informations sont venues par l'infirmière majeure. Sortie 4 fois de la mort, elle serait morte 4 fois, étant donné qu'une fois, quand elle a été après dans une maison d'éveil, entre guillemets, on m'a appelé au bureau, monsieur, pour me dire un matin... nous n'avons pas gardé votre fille, elle est en réanimation à nouveau parce que nous allons l'opérer ce soir. On ne m'a jamais demandé, madame, qu'est-ce que vous en pensez, ni rien. Voilà, on m'a dit... Vous auriez aimé qu'on vous dise, est-ce que vous souhaitez? Jamais, vous auriez aimé qu'on vous pose la question? Moi, vous auriez répondu quoi, Marie-Thérèse? Je l'aimais suffisamment dans l'état dans lequel elle était, monsieur, pour la laisser mourir. On ne peut pas formuler de pronostic. On cherche depuis des années à formuler un pronostic précis dans les premiers... Il y a encore une évolution possible pour cette jeune fille qui a 22 ans. Pour les comas post-traumatiques, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'indicateur précoce dans les 72 premières heures, en tout cas, c'est sûr, pour dire avec une certitude à 100% que la personne ne s'en tirera pas. Je tiens à préciser ça, c'est très important. En revanche, par exemple, pour les personnes qui ont un arrêt cardiaque sur la voie publique, qui sont massées, qui font une anoxie cérébrale, là, si effectivement
À la 72e heure, il n'y a plus de réflexe automoteur, c'est-à-dire la pupille ne se contracte plus quand on l'éclaire, et s'il n'y a aucune communication, un coma extrêmement profond, effectivement, là, il n'est plus légitime, là on tombe dans une obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'il est légitime de ne pas mettre en œuvre de nouvelles thérapeutiques. On ne fera pas d'injection létale, mais la personne mourra parce qu'on limitera les traitements, on arrêtera les traitements. Et on est très loin de l'euthanasie. Hein, je ne vous parle pas des 72 heures, monsieur, moi, parce que pendant 72 heures, je vais vous dire honnêtement que moi, pendant ces 72 heures, j'étais absolument incapable de penser. Mais nous ne pouvons pas formuler un pronostic. Mais à part ces 72 heures, et après ces 72 heures, est-ce que... Après, elle avait le liquide céphalorachidien qui ne s'écoulait pas. On l'a réopéré à nouveau, on lui a mis une pompe dans le crâne, on lui a fait passer, avec les cicatrices et tout, dans le dos, pour vous, c'est de l'obstination, pour pas dire de l'acharnement. 2 mois plus tard, monsieur, on l'a renvoyé, donc aussitôt après, une semaine après, on l'a renvoyé. 2 mois plus tard, on m'a téléphoné au bureau en me disant, madame, la pompe ne marche pas, donc on va lui refaire une intervention. On lui a refait la même intervention, on a changé la pompe dans son cerveau. Est-ce que parfois ces interventions ne se font pas, docteur, en 2 mots, là? Ah, parfois, oui. Parfois, il arrive que dans le cadre... Oui, parfois, il arrive qu'on limite, qu'on arrête les traitements. Elle serait morte, Aurélie. Votre mari a eu tout ça? Est-ce qu'il fallait le faire? C'est pour ça que je ne sais pas. Mon mari a eu tout ça. Paula Lamarne, où est selon vous la limite entre la vie et la mort? Là, je parle autant à celle qui enseigne l'éthique aux futurs médecins qu'à la philosophe. Vous avez l'air complètement... D'abord, il y a une définition clinique qui est la mort cérébrale, c'est-à-dire que le cœur et la respiration, enfin tout ça peuvent fonctionner, mais si on estime que le tracé électrique de l'électroencéphalogramme est plat, bon, la mort est là. Hein, c'est d'ailleurs dans ce genre de situation qu'on fait des prélèvements d'organes. Oui, la différence plutôt entre la personne, le sujet et l'objet vivant, ce que nous appelons communément le légume. Hein, l'état végétatif. L'état végétatif, peut-être, oui. Oui, je suis d'accord, mais c'est un on, et c'est une expression courante, c'est tout ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est la difficulté à décider de ce qui va nous faire passer de l'un à l'autre, hormis le fameux coma dépassé, c'est-à-dire la mort du cerveau. On sait que tous les jours, les médecins sont confrontés donc à cette question de prolongement de la vie, à cette question de la mort aussi. Je voudrais que vous nous expliquiez comment le corps médical se débrouille face à lui-même et face à la question essentielle. Oui, eh bien, le corps médical il est drôlement embêté parce que il est pris en tenaille et on n'a pas arrêté de l'évoquer sans arrêt entre 2 principes contradictoires qui sont « je suis au service de la vie, je suis là pour ça, et de temps en temps je maintiens la vie et je vois les séquelles incroyables ». Et ces séquelles-là... Pour la personne et pour ses proches aussi. Hein. Sachant que ces séquelles, elles peuvent être assumées. Et moi, ce qui m'a frappé ce soir, c'est l'extraordinaire générosité des familles autour, et avec cette conviction qu'on va maintenir le sujet moral vivant, et que c'est toujours quelqu'un dans un autre état de vie, et c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Une personne, un sujet vivant. C'est la décision de débrancher, pour utiliser le terme, enfin en tout cas de ne pas continuer à donner des soins qui maintiennent la personne dans un état vivant. Oui. Est-ce que c'est la seule responsabilité des médecins ou est-ce que, selon vous, alors là je fais appel aux philosophes, il faut y associer la famille? Alors c'est très difficile là aussi parce que lorsqu'on estime que des soins n'ont plus de sens, que la personne, c'est pas les cas là, que la personne va très certainement mourir, que survient une complication, est-ce qu'on va la traiter ou pas, je ne sais pas, une phase terminale d'un cancer, la personne est sédatée, et puis alors une insuffisance rénale, est-ce qu'on va dialyser? Bon, alors on apprend progressivement à s'abstenir, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas en route l'hémodialyse. Bon, et ça, je vous dirais, c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'on commence à accepter l'idée que le pouvoir médical, il est très limité, qu'il ne faut pas pousser trop loin. Alors, est-ce que vous êtes tombé dans un service jusqu'au bout? Mais est-ce qu'on associe la famille? Ça se fait de demander à la famille son avis? Non. D'après l'expérience que j'ai et les médecins que j'interroge, les infirmières aides-soignantes, les personnes qui ont été confrontées à ce genre de situation, on ne va pas l'associer directement en lui disant vous êtes d'accord ou pas, parce que la culpabilité est gigantesque, on ne peut pas demander aux gens... de dire j'accepte qu'on débranche mon mari, ma femme, ma fille, ma mère. Ça c'est très théorique, ça c'est dans nos débats très éloignés à l'Assemblée sur l'euthanasie. C'est pas directement la personne qui est là, mon fils, mon frère, ma mère, enfin mon mari, c'est pas possible. Donc ce que l'on fait, on teste un peu la famille,
on essaye de voir où elle en est, ça joue un peu, mais on considère globalement que la responsabilité, peut-être qu'il n'y a pas à le déplorer, la responsabilité, elle appartient aux gens de métier. Et en faisant ce métier, ils assument ce genre de décision très difficile.